Entre l'île d'Elbe et le continent, il y a, dit-on, des centaines d'épaves. Elles sont romaines, grecques, turques, françaises, chargées d'amphores, de charbon ou de marchandises diverses. Nul ne s'en soucie, et d'ailleurs, personne ne sait exactement où elles sont. Et puis, au sud de l'île, il y a un lieu dont tout le monde parle. C'est là-bas, au sud du Capo Calvo, au loin, mais à quelques milles à peine. En fait, très exactement ici. C'est ici en effet que le Poluce a coulé en 1841. L'histoire n'est pas si vieille que ça, et pourtant ici, il y a quelques années encore, personne ne connaissait le nom de ce navire. Tous, en revanche, savaient qu'il y avait quelque chose au fond de l'eau. De père en fils, oui, depuis 1 siècle et demi, sur ce quai de Porto Azzurro, on ne faisait pas que remailler les filets ou caresser les poulpes. On se racontait surtout une bien belle histoire. Nous savions qu'il y avait une épave, mais nous ne savions pas comment elle s'appelait. Peut-être les plus vieux, et encore. Mais vous en parliez entre vous ? Oui, il y avait une épave au fond, et on en parlait comme les autres avant nous. C'était l'épave d'un bateau, mais pour savoir où c'était, quel endroit exact, et s'il était encore là, la légende disait tout simplement qu'il y avait au fond de l'eau un carrosse en or. Un carrosse en or par quelques mètres de fond, dans ces eaux limpides du canal de Piombine. Et personne ne serait allé voir. Sont-ils fous, ces Italiens ? Eh bien non, c'est ce que l'on appelle une légende, une histoire trop belle pour que l'on y croie vraiment. D'ailleurs, il n'y avait ici sur l'île que cette rumeur que les grands-mères racontaient à leurs petits-enfants. Rien d'autre, aucune trace de tout ça. Même aux archives insulaires, où l'on conserve tout, pourtant, depuis qu'Elbe a été française, sous Napoléon. Ça, c'est un dessin original de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe. Ici, c'est Capo Calvo. Dans cette zone de Longone, on parlait comme d'une légende, d'un navire plein de grandes richesses, mais personne ne savait exactement quelque chose en plus. Peut-être même que dans nos archives, il y a quelques cas qui parlent de ça, mais jusqu'à ce moment-là, nous ne l'avons pas trouvé. Nous ne connaissons pas toutes les cartes qu'il y a dans nos archives. Monsieur Battaglini, historien et conservateur, nous fit même ce jour-là une étonnante confidence. Personne, d'après lui, n'aurait jamais ouvert ce carton des archives communales de juin 1841. Il contient pourtant peut-être tous les détails de l'incident survenu dans la nuit du 17 juin, là-bas, au large du Capo Calvo. La mer est calme, les vents sont favorables et le Poluce poursuit tranquillement sa route depuis Naples jusqu'à Marseille via Livourne et Gênes. L'arrivée à Livourne est prévue le lendemain matin à la 1re heure. Faisant route au nord-ouest, le Poluce emprunte ici l'une des plus anciennes voies maritimes de la Méditerranée occidentale. Il est à peu près 11 heures lorsque le navire croise au large de l'île d'Elbe. Dans l'obscurité, le timonier n'aperçoit pas le Monte Gibello, un autre navire de commerce faisant route opposée. Ce dernier est légèrement plus lourd et file à vive allure. La collision est inévitable. Abordé par le travers bâbord, le Poluce va couler en quelques minutes.
Malgré la panique, l'équipage et 48 passagers sont recueillis à bord du Monte Gibello. Un seul manquera à l'appel. Parmi les clients de prestige, une comtesse russe, une duchesse napolitaine et un capitaine de l'armée du tsar qui transportaient respectivement 50 000, 30 000 et 20 000 francs or, ainsi que de nombreux bijoux. En fait, à cet instant précis, personne ne le sait vraiment, mais c'est un véritable trésor qui coule à pic dans le froid de la nuit. Outre les effets personnels, se trouvent à fond de cale des sacs contenant des milliers de pièces d'argent et d'or destinés à des commerçants de Livourne. Madame Della Rocca voyageait quant à elle avec ses équipages et notamment une magnifique voiture à cheval, une sorte de carrosse en bois que la légende aura vite fait de redorer. Ainsi s'achevait l'histoire du Polucce, ou en français le Pollux, navire de luxe d'un armateur génois, mais construit en France, au Havre, en même temps que son sister ship, le Castor. Mis à l'eau en mai 1841, le Polucce n'aura navigué qu'un peu plus d'un mois. Les années qui suivirent furent assez confuses. Après avoir été espagnole, toscane, anglaise, napoléonienne en 1815, l'île d'Elbe devint réellement italienne en 1860. À l'époque, on parlait plusieurs langues sur cette île ne mesurant pas plus de 30 km. Du nord au sud, ses habitants ne pouvaient même pas se comprendre. Alors, qui sait? Peut-être a-t-on cessé de raconter cette histoire à son voisin ou à l'étranger de passage. Les grands-mères l'auraient simplement réservée à leurs petits-enfants. On n'en parla plus jusqu'en 1936. Aujourd'hui sera éclairci le mystère du Polucce. Après avoir repéré le lieu où a dû se passer le naufrage il y a 130 ans, les plongeurs de l'Artiglio sont descendus à la profondeur de 70 mètres et ont commencé leur exploration. Lorsqu'il écrivit ces lignes, Leonida Forese y n'avait qu'une vingtaine d'années. Il était alors jeune reporter au Popolano, l'ancien journal de l'île. La Sorima, première société de travaux sous-marins au monde, débarque alors à Porto Azzurro et entreprend de rechercher le Polucce, qu'ici, tout le monde avait oublié. On en a parlé dans toute l'Europe, dans tous les journaux, parce que cette tentative était faite par les fameux plongeurs de l'Artiglio, qui avaient déjà réalisé des choses remarquables, comme d'avoir récupéré des lingots d'or sur la fameuse épave l'Égypte. Ils ont essayé, et même eux n'ont pas réussi à trouver ce bateau. Ils n'ont pas trouvé l'endroit, et encore moins l'or. Et puis, plus personne n'en a parlé. Les fameux palombari, les scaphandriers pieds lourds de la Sorima, plongent tout de même une dizaine de jours en janvier 1936. Une mer agitée et quelques soucis techniques les poussent alors à renoncer. Et cette fois, c'en est bien fini. Le Polucce, désormais, est arrangé sur la longue liste des navires perdus. Londres, au 16 Bolton Street, non loin de la City, est installée la société Dix Noonan Webb, maison d'expertise et de vente aux enchères. Spécialité, les pièces de monnaie et bijoux anciens.
Ici, on passe au crible les vieux billets, les bons du trésor, les piastres, les écus. On les estime avant de les céder aux plus offrants lors de ventes aux enchères très chics et très privées. En ce mois de juin 2001, la maison s'apprête à mettre en vente un magnifique trésor, celui d'un navire anglais au nom étrange, le Santa Lucia. Il aurait coulé dans les eaux internationales sur la côte Ligure, non loin de Gênes, en 1841. Mais cette vente n'aura jamais lieu. Un jour ou deux avant les enchères, nous avons eu un coup de fil de la police anglaise qui avait été alertée par Interpol. Toute la collection d'objets que nous pensions vendre n'avait pas été trouvée dans les eaux internationales, mais dans les eaux italiennes et prélevée illégalement. Donc nous n'avions pas le choix, nous avons tout retiré de la vente. Les pièces ont été saisies par la police et restituées aux autorités italiennes. Incroyable, un trésor qui ne serait pas celui que l'on croit. Le Santa Lucia n'aurait même jamais existé. Ces pièces, bijoux, émeraudes et autres croix en or seraient en fait le trésor d'un navire oublié, le Polucci. I get these bad days, baby, I just don't know. I'm in my own world and I don't know. Les commanditaires de la vente, les propriétaires du trésor, sont 4 amis, originaires du comté de Norfolk. I get these bad dreams lately, I just don't know. There's a death cloud hanging over. Great Yarmouth, une petite station balnéaire assez quelconque sur la côte est de l'Angleterre. Un journal local, le Mercury. Le 8 juin 2001, 15 jours à peine avant la vente aux enchères, la journaliste Liz Coates raconte à ses lecteurs une bien belle histoire. La découverte inespérée du trésor du Santa Lucia par messieurs Pearson, Dixon, Sinclair et Sullivan. L'affaire est en double page et nos héros ont le sourire. J'étais allée faire l'interview de Nicolas Pearson à propos d'immobilier, car il restaurait des maisons. Et il m'a raconté son étonnante histoire, comme quoi lui, des membres de sa famille et des amis avaient trouvé cette épave en mer. Ils cherchaient de l'étain sur une autre épave, mais ils ont trouvé celle-ci qui était pleine d'or, de pièces de monnaie, de bijoux et tout un tas d'objets magnifiques. Mais selon ce qu'il m'a dit, il était déçu malgré tout, car il cherchait de l'étain. Un véritable conte de fées et surtout un tissu de mensonges. Le trésor découvert ne l'a pas été par hasard, et il est bien celui du Polucci. Au lendemain de l'annulation des enchères, les complices anglais ont bel et bien été arrêtés par Scotland Yard sur cette demande de la police italienne. Mais comme rien n'est simple dans cette histoire, pour comprendre, il nous faut retraverser la Manche. C'est là-bas, en effet, en France, que tout a commencé. C'était il y a 25 ans environ, quelque part en banlieue parisienne. Il s'appelle Pascal Koenig. Il est né et a grandi ici, dans le 9-3. À 15 ans, il découvre la plongée à la piscine municipale. Avec les potes, plusieurs fois par semaine, il pique une tête pour se changer les idées. Et puis... Un soir, après la piscine, on va manger une pizza avec les copains. Et puis, je me suis retrouvé avec un professionnel et qui m'a proposé tout simplement de partir très loin. Je ne savais même pas où c'était, de partir à l'île Maurice. Voilà. J'avais 19 ans et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Je pars à l'aventure ou je reste en fac. Je suis parti. J'ai passé 3 mois à l'île Maurice et on a travaillé sur 2 épaves, de très belles épaves. Et puis voilà, quoi, ça fait maintenant, j'ai 47 ans, là, dans quelques jours. Et j'ai jamais arrêté. C'est comme si on m'avait injecté le virus de la recherche des épaves. Pascal vit aujourd'hui à Jakarta, en Indonésie. Mais sa caverne d'Ali Baba, c'est ici, dans le grenier familial. C'est un endroit où je reviens de temps en temps pour récupérer
quelques infos, quelques documents que je cherche. Voilà, et puis quelques objets. Ah, ça c'est autre chose. Une bouteille de Peter Secresta. Ça vient d'un bateau qui a coulé en Indonésie, qui s'appelle la Marie Thérèse, 1872. Ça, c'est une théière, ou un sucrier, vraisemblablement, du général Battucci qu'on a trouvé au large du Cap Corse, 2600 mètres de fond. C'est bien conservé quand même. C'est de la porcelaine de Paris. Pas de très grande valeur, mais je les garde précieusement. Donc ça a été chargé sur la Battucci, qui normalement transportait des objets pour le jubilé du pape Pie IX. Et on a trouvé des objets similaires sur le Polucci, qui sont maintenant en Italie. Bon, tu vois, il y a quand même quelques petits trésors ici, quoi. Trésors comme on dit, de grenier. C'est donc lui qui a retrouvé le Polucci. Chercheur en archives, Pascal a passé des années à fouiller dans les cartons et la mémoire des compagnies maritimes, musées, compagnies d'assurance, capitaineries, bibliothèques, et ce dans toute l'Europe. Un jour de juin 1989, il est à la Bourse de commerce de Marseille. Il vient fouiner. Au départ, j'essaye de trouver des informations de façon systématique dans les archives et puis dans les magazines, dans les périodiques, dans les journaux de l'époque, comme le Sémaphore de Marseille. Et puis là, je tombe dans mes recherches systématiques sur 3 lignes, pas grand-chose. Mais ces 3 lignes ont été un déclic. Alors je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à voir là-dessus. Chronique locale. Il n'était question hier dans notre ville que d'un sinistre de mer qui a causé la plus vive impression à la Bourse et dont les marins italiens garderont longtemps le souvenir. En moins de 10 minutes, le Pollux a été englouti. Tout s'est perdu, les groupes, les lettres, les effets des voyageurs et jusqu'au papier du bord. Tu as 3 lignes au départ, et puis quelques jours après, ils donnent leur rapport véritable du naufrage. Sur certains navires, on ne trouvait rien. Sur le Pollux, j'ai trouvé tellement de choses que ça a été formidable. Ça m'a donné l'envie de continuer. Maintenant, trouver des informations et faire un dossier complet jusqu'à aller sur place et trouver le bateau, c'est des mois, voire des années de travail. Un petit article déniché dans le Sémaphore de Marseille qui l'entraîne dans une incroyable aventure. Après 3 années de recherche complémentaires en France et en Italie, Pascal parvient à connaître avec certitude l'emplacement du navire et surtout son connaissement, sa cargaison. Il sait tout de la parure de bijoux de la comtesse von Uxul ou des émeraudes de la duchesse della Rocca. Reste à vérifier que l'épave est bien là où il le croit. Il s'adresse alors à l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la plongée, non loin de là, dans une des petites calanques du port de Marseille. Un beau canon. Voilà, eh bien, je vais embarquer sur le découvreur du Pollux avec son sous-marin, le Rémora, qui va à 600 mètres de profondeur. Ça, c'est les sonars. Vous voyez, c'est avec ça qu'on... Ce sonar américain ultra moderne. Il projette sur les côtés les coups d'ultrasons et on ramasse donc une image projetée depuis une épave d'un fort en passant par des cailloux, des ferrailles, etc. Et quand c'est un bateau, alors... Henri Germain Deleuze, un grand monsieur du monde de la mer, un professionnel très respecté et respectable, l'associé idéal pour Pascal Koenig. Pascal Koenig faisait partie des gens qui me faisaient des offres. Et un jour, il m'a apporté cette épave intéressante, passionnante,
en me donnant une position approximativement, c'est-à-dire à cette époque-là, il n'y avait pas de GPS. Les commandants de bateaux, ils savaient où ils étaient quand ils étaient près des côtes parce qu'ils faisaient des relevés, mais ensuite, quand ils étaient au milieu de la Méditerranée, leur position était à 10 ou 20 nautiques près. Donc, il m'a donné cette position qui était assez précise, il faut le reconnaître. Et puis, à ce moment-là, on avait signé un contrat d'exclusivité, en ce sens qu'il ne devait pas revendre ce projet à d'autres. Les deux hommes se lient pour 5 ans et partent pour l'île d'Elbe en juin 1992. La position estimée par Pascal Koenig est si juste que le Minibex va trouver le Poluche très rapidement. 150 ans après le naufrage, dans le noir par 100 mètres de fond, l'épave est presque intacte. Quand même qui était à une centaine de mètres de fond, donc c'est pas évident. On est à 3000 des côtes, mais on ne sait pas ce qu'on va trouver, hein. Même si on a un très beau dossier d'archives, on a plein de choses, on a des informations très précises de localisation, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Donc là, on le trouve. On le trouve très rapidement, en 1 heure. Le jour où on l'a trouvé, donc j'ai remonté un pot de chambre que j'ai gardé, qui était au-dessus de l'épave, un pot de chambre de l'épave, bien entendu, qui est donc le seul objet de collection que j'ai récupéré. Bravo, belle réussite. Mais comme toujours dans cette affaire, il y a peut-être un hic. Voilà pourquoi. En arrivant dans la zone, M. Deleuze se signale auprès des autorités italiennes. C'est la procédure. Il est d'ailleurs très clair sur ce point. Je suis allé me présenter au patron de la marine italienne militaire à Portoferraio en disant « Voilà, je viens travailler dans vos eaux. Bien entendu, si je trouve quelque chose, je touche à rien et je vous l'apporte, car je sais que c'est une épave historique. Dans les eaux nationales italiennes, je ne vais pas remonter quoi que ce soit sans vous prévenir. » Oui, mais voilà, Henri Deleuze ne mentionne pas le bateau pour lequel il est venu. Quelques jours plus tard, il ne déclare pas non plus l'avoir trouvé. Dans ses demandes préalables et dans son rapport, il mentionne le nom d'un autre bateau, l'Aventin, qui présente 2 atouts. Il a coulé dans les environs, mais surtout, il est français. Je pense avoir trouvé l'Aventin dans le périmètre autorisé, mais il est couvert de chaluts et de filets, etc., etc. Monsieur Deleuze ne parle donc pas du Poluche, et encore moins de son trésor. L'Aventin, c'était un bateau des messageries impériales, donc le bateau français. Il a préféré déclarer l'Aventin parce qu'il ne voulait pas attirer l'attention sur le fait qu'on ait trouvé éventuellement le Pollux, un bateau italien. Et on ne parle pas du tout de trésor. Je crois que Deleuze parle surtout de l'Aventin comme étant un bateau français, un bateau qui a coulé à peu près dans la même période. Donc c'est pour une étude, comme ça, on a trouvé ce bateau. Prudence, calcul. Que peut-il donc bien se passer désormais puisque l'épave a bien été trouvée, mais qu'officiellement, elle n'existe toujours pas? Rien, les années vont passer. Koenig et Deleuze vont échanger encore quelques courriers très courtois. En novembre 1993, le patron de la Comex évoque la possibilité d'une opération Île d'Elbe pour le printemps suivant. Et puis plus rien. Dans son coin, Pascal Koenig s'impatiente. Lorsque les 5 années sont écoulées, il change de stratégie. Les années passent, j'ai pas de nouvelles vraiment pour savoir si effectivement on peut faire l'épave ou pas. Donc je décide de le proposer à d'autres personnes que je rencontre, notamment à ce groupe d'Anglais qui semble prêt à faire des choses en Méditerranée. Ça y est, nous y sommes. Revoilà ces fameux Anglais emmenés par Nicolas Pearson et David Dixon. Pascal Koenig les rencontre en Indonésie en 1998. Il leur parle du Poluche. Et puis, tout va très vite. Un trésor, pensez donc. L'affaire est belle, mais elle n'est pas simple. L'épave est à quelques centaines de mètres de la côte et à 100 mètres de fond.
Il ne s'agit pas d'y aller plonger 1 heure ou 2 et de repartir avec le trésor. Pour trouver ce dernier, le sortir de l'eau, il faudra des semaines. Mais impossible n'est pas anglais. Retour à Londres, car c'est ici que tout va se jouer, au numéro 1 sur Campbell Street, tout près de la City. Puisqu'il est impossible de passer inaperçu dans les eaux italiennes, les nouveaux associés de Pascal Koenig vont devoir plonger avec une autorisation officielle. Bien sûr, comme en 1992, il n'est pas question de mentionner le Polucci. David Dixon et Nicolas Pearson vont alors avoir une idée géniale. Ils viennent ici, au siège du Treasury Solicitor. Cet organisme est une institution typiquement anglaise, qui gère pour le compte de la couronne tous les biens en déshérence, ceux qui n'ont pas d'héritier, qui sont abandonnés ou perdus, comme les épaves de bateaux. Tous appartiennent à la couronne et celle-ci peut en confier la gestion à des particuliers ou à des sociétés privées. Ici travaillent plus de 400 juristes qui veillent sur ce patrimoine. Les deux compères demandent alors l'autorisation de récupérer la cargaison d'un navire appelé le Glen Logan. Celui-ci a coulé en 1916 avec un chargement d'étain. Petit détail, il a sombré près de l'île de Stromboli, en Sicile, à 700 km de l'île d'Elbe. Mais ça va marcher. Dans un premier temps, les deux hommes signent ce contrat avec les avocats de la couronne. Ils leur donnent le droit de chercher et de remonter la riche cargaison du Glen Logan en échange de 3000 livres sterling et de 15% des bénéfices. Sur le contrat, l'emplacement supposé du naufrage en 1916 est classé confidentiel, bien pratique pour la suite de leur plan. De Londres, les deux complices filent à Florence. Ils viennent y voir le consul britannique. Et celui-ci, au vu des documents qu'on lui montre, décide d'appuyer leur demande. Sachant que le navire Glen Logan de pavillon britannique a coulé dans les eaux de l'île d'Elbe, etc., etc. Faux, archi faux. Monsieur le consul, un dénommé Ralph Griffiths, n'était manifestement ni historien ni géographe. Il était surtout bien peu scrupuleux. Cette demande consulaire va sans doute impressionner les autorités italiennes, qui elles aussi vont faire preuve de la plus grande légèreté. Le Glen Logan n'est pas à l'endroit indiqué, mais peu importe. Le ministère des Biens culturels, les responsables de l'archéologie sous-marine, les carabiniers, les gardes-côtes, tous vont viser cette demande bien étrange. Et les forbans anglais vont ainsi pouvoir affréter un remorqueur de haute mer à Gênes et mettre le cap sur l'île d'Elbe. Et les voilà partis pour aller chercher de l'étain là où il n'y en a pas, à l'endroit même où, selon les pêcheurs du coin, il y aurait le fameux carrosse d'or. Quelle coïncidence! La petite bande de hors-la-loi compte une vingtaine de personnes, chasseurs de trésors et membres d'équipage. Comme convenu, ils se signalent à la capitainerie de Portoferraio et puis on les laisse tranquilles. Ils placent alors le navire à l'aplomb du Polucci et c'est avec une grue et une benne preneuse qu'ils vont défoncer jour après jour l'épave du bateau. Sur le pont, on s'active à laver les tonnes de boue, de ferraille et de bois que remonte le godet. Une semaine passe, toujours aucune trace du trésor. Et puis... Qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose briller. Alors bon, là, effectivement, tous les yeux s'ouvrent et on se jette tous sur les 500 kilos de vase qui étaient à bord. Et puis on voit ce petit morceau qui brille. On se jette dessus. D'ailleurs, je crois qu'on était plein de boue, des yeux jusqu'aux pieds. Et puis effectivement, c'était notre première pièce d'or. Des pièces d'or et d'argent, des bijoux en quantité. Agglomérés, concrétionnés dans la vase, la boue et les parties oxydées de la coque du Polucci. De jour, de nuit, les prises sont sans cesse plus belles.
Et c'est comme ça qu'on a trouvé des choses absolument merveilleuses, des diamants tout petits, et dans cette masse d'objets, de boue, on arrive à trouver ces petits objets, et là, le trésor est là. Dans l'album photo de l'expédition, l'inquiétude fait place au sourire, voire à la franche rigolade. Guidés par le petit Frenchie, les gars ont réussi leur coup. Faute d'autorisation et d'argent, il faut hélas arrêter les recherches au bout de 30 jours. Dans un bon resto de la ville, on sable le champagne et puis la bande va se séparer. Comme dans les meilleurs polars, le trésor, lui, gagnera l'Angleterre en train, dans cette valise, emmenée par Jerry Sullivan, l'un des associés anglais. Butin, 331 pièces d'or, 2043 pièces d'argent, quantité de bijoux, chaînes, médaillons en or et une magnifique broche sertie de 48 émeraudes. Est-ce là tout le trésor du Polucce ? Dans l'équipe, seul Pascal le sait. Et selon lui, on est loin du compte. Quand on arrête de travailler sur le bateau, j'estime qu'on a trouvé peut-être 10% du trésor. J'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses. Le trésor est suffisamment important pour que les financiers déjà se remboursent de leur investissement et puis fassent une plus-value intéressante. La suite, on la connaît. Les complices rapatrient le trésor en Angleterre, font nettoyer et expertiser chaque pièce. Mais 1 an et demi plus tard, la police britannique arrête tout le monde à la veille de la vente aux enchères. Mais qui les a donc dénoncés auprès d'Interpol ? La police a découvert que les pièces avaient été volées car un des membres de l'expédition avait été exclu du partage du butin. Il s'est retourné alors vers les autorités italiennes et celles-ci ont contacté Scotland Yard. C'est pourquoi tout ça a capoté. En fait, un des complices avait été abandonné en chemin. Côté italien, c'est le branle-bas de combat. Le coup de fil anonyme surprend les enquêteurs. Oui, des Anglais étaient bien venus plonger au large de l'île d'Elbe en janvier 2000, mais rien ne semblait anormal. À Florence, c'est l'antenne de la police chargée du trafic des œuvres d'art qui est en charge de l'enquête. Sur le terrain, le carabinier Luca Sasdelli. Nous avons enquêté avec l'aide de notre équipe de plongeurs des carabiniers qui est basée à Gênes. Ils ont utilisé un ROV, un robot sous-marin télécommandé. Nous avons découvert à cet endroit-là qu'il y avait bien une épave, mais qui n'était pas celle du Glenloggan, car le Glenloggan, comme nous l'avions déjà appris en cherchant sur Internet, avait en fait coulé au large du Stromboli. La police italienne se réveille un peu tard, mais va mettre les bouchées doubles sur l'opération Pollux. L'enquête est d'ailleurs très rapidement bouclée. Les coupables sont connus, ce sont ces Inglaises qui ont financé et monté l'opération. Et puis bien sûr ce satané Francese, sans qui rien ne serait arrivé. Je suis d'accord, la façon de travailler qui a été entreprise n'était pas très catholique, si on peut dire. Et malheureusement, ça a été fait comme ça, je ne peux pas revenir en arrière. Donc moi, je veux bien assumer mon rôle de personnage qui a apporté le dossier. Et donc forcément, c'est grâce ou à cause de moi que tout s'est déroulé. Maintenant, le Pollux, personne n'avait jamais entendu parler de cette histoire depuis de nombreuses années. Ce dossier était totalement oublié. C'est vrai, nous l'avons vu, les habitants de l'île d'Elbe avaient bel et bien oublié leur épave et son trésor. Et en 2000, ils vont même ne rien savoir de l'expédition des Anglais. Ce n'est qu'1 an et demi plus tard, lors de l'annulation des enchères à Londres, en juin 2001, qu'ils apprendront que ces pirates modernes, sur ce bateau, ancré là pendant 1 mois, étaient tout simplement venus les cambrioler. Pour nous, c'était très mystérieux parce que, de toute évidence, ils cherchaient quelque chose. On s'est approché, mais ils ne laissaient accoster personne. Il y avait quelque chose, mais impossible de savoir. Ils avaient protégé toute la zone. On pouvait passer à côté, mais aller voir de près, impossible.
Alors bien sûr, ici, on en veut un peu à ces aventuriers qui ne manquaient pas de culot. En 2006, un journaliste a romancé l'affaire à sa manière et s'en est pris exclusivement aux Anglais et surtout à leur mauvais génie français, Pascal Koenig. Mais personne n'est dupe. Si l'on connaît les coupables venus de l'étranger, il y a bien ici même, en Italie, d'autres responsables. Monsieur Carlo Benza est un élu local parmi les plus virulents. Très patriote, il en veut autant aux voleurs qu'à leurs complices italiens. È chiaro che gli inglesi, quando ebbero questa ordinanza, C'est clair que les Anglais, quand ils ont obtenu cette autorisation qui leur a donné le droit d'occuper cette zone sur la moitié d'un hectare et d'y faire ce qu'ils voulaient, c'est une escroquerie qui leur permet de détruire, de saccager l'histoire de notre pays. C'est impardonnable. Mais pas seulement pour ces vandales. Ils n'ont pu faire tout ça que parce que les institutions italiennes leur ont permis de le faire. Les institutions, c'est notamment la capitainerie de Portoferraio. Le commandant Alessandro, qui en 2000 avait signé l'autorisation, n'est plus là. Lorsqu'on évoque le Polucce, ses successeurs ne sont pas surpris, mais ils bottent en touche ou deviennent amnésiques. Il faudrait regarder dans les archives, nous risquerions d'être imprécis. Vous savez, nous ne sommes pas très préparés. Nous venons juste d'arriver tous les deux. Si vous faites bien allusion à ce qu'il s'est passé en 2000, c'était un autre commandant. Et toi, tu t'en souviens de l'histoire du Polucce? Comment? Tu sais l'histoire du Polucce? Non. Non, je ne me rappelle pas des détails techniques. Je n'ai pas eu à traiter... Mais vous étiez en poste à l'époque? Oui, mais je ne me rappelle pas des détails. Je n'ai pas eu à traiter cette affaire et donc, matériellement, techniquement, je ne connais pas l'affaire. Et puis, en première ligne, le ministère des Biens culturels italien. Très exactement, la Soprintendenza de Florence, en charge de tout le patrimoine culturel de la Toscane. Lorsque nous l'avons contacté, il n'était pas question du moindre interview consacré à l'affaire. Et puis, la dottoressa Pamela Gamboggi s'est ravisée et nous a proposé de la rencontrer. Ce jour-là, nous dit-elle, nous pourrions aussi voir le trésor du Polucce qui est conservé ici. Surprise, dans le hall, la cloche du navire. Fondue au Havre en 1839. Remontée en 2000, elle avait été offerte à Pascal Koenig par ses associés anglais. Ce dernier l'a restituée à l'État italien lors de sa brève garde à vue en 2001. Comme promis, Pamela Gamboggi nous emmène voir le trésor du Polucce. Celui-ci est conservé en lieu sûr dans les pièces les plus secrètes et les mieux gardées du ministère. Au centre du bâtiment, un dédale de salles fermées, inaccessible aux visiteurs, aveugles ou maintenus dans l'obscurité. C'est, nous dit-elle, le Sancta Sanctorum, le Saint des Saints. Sancta Sanctorum du Musée archéologique national de Florence, où sont les choses les plus précieuses du musée. Ça, c'est la collection de monnaies grecques, étrusques et romaines. Derrière cette grille, dans une salle entièrement sécurisée, les objets les plus rares, et notamment les monnaies et bijoux prélevés sur l'épave du Polucce. Voici les cartons originaux de la vente aux enchères de Londres qui précisent que ces monnaies proviennent du trésor du Santa Lucia qui aurait coulé dans les eaux internationales hors de l'Italie. Aspetta, un momento, dobbiamo fare un po' di... Madonna. Des joyaux en or, en émeraude, parfois sertis de diamants, et toujours d'une grande finesse.
Les bijoux des comtesses von Uxul et duchesses della Rocca étaient réellement exceptionnels. Et puis, dans le flot des pièces étalées devant nous, un objet sans grande valeur apparente, mais très original et d'une extrême rareté. Parmi tous ces objets, plus que les autres, il y en a un qui a contribué à donner à ce bateau un incroyable parfum napoléonien. Provenant toujours du butin des Anglais, on trouve ceci, qui n'est pas une médaille. Il s'agit d'une petite boîte fermée et, sur le côté, on peut lire l'inscription suivante. Cheveux de Napoléon. Il s'agit de toute évidence d'une petite relique qui devrait contenir une mèche de cheveux de Napoléon qui, avant sa mort, l'aurait donnée à un proche. Alors que s'est-il passé ? Comment des étrangers ont pu piller cette épave au vu et au su de tout le monde ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Les questions abondent et la responsable des fonds archéologiques sous-marins de Toscane ne se défile pas. Premièrement, est-ce que les Anglais ont bien rendu tout ce qu'ils avaient pris ? Nous pouvons dire que les objets volés, dans leur quasi-totalité, ont été récupérés. S'il manque un de ces objets, c'est peut-être parce que l'un de ces pirates l'aurait gardé pour lui. Mais la grande majorité des choses que les voleurs ont emportées, heureusement, sont revenues dans leur pays d'origine. Deuxièmement, pourquoi ne savait-on pas ici que le Polucce se trouvait à l'endroit même où les Anglais ont travaillé durant un mois ? I cacciatori di relitti, les chasseurs des épaves, comme Pascal Kainick, ils travaillent toujours dans les archives, ils fouillent dans les papiers et ils trouvent les épaves. Après, ils cherchent dans la mer. Ils ont une indication, 4 miglia, come si dice, de la côte de Porto Azzurro. Ils font des recherches, comme ça. Moi, je ne peux pas faire ce travail. D'accord, mais quel micmac. Nul ne saura sans doute jamais ce qui s'est réellement passé dans cette affaire. Qui est coupable, qui est seulement responsable, qui a menti, qui est compétent et qui ne l'est pas. Conséquence de l'épopée anglaise de l'an 2000, l'Italie a redécouvert le Polucce et son trésor. Quelques-uns ont alors fondé une association pour la récupération de l'épave. En 2005, sous l'égide du ministère des Biens culturels, cette association a entrepris une nouvelle plongée sur le Polucce. Cette fois-ci, pas question de benne preneuse. Les archéologues de l'État et une importante société de travaux sous-marins sont partie prenante, et le travail est fait dans les règles de l'art. Même les carabiniers sont là et font les contrôles obligatoires. Mo mi devo sedere sul ROV. Riprese del ROV ci hanno dato l'immagine di molte monete ricadute o comunque presenti sul. Les images du robot nous ont montré qu'il y avait encore de très nombreuses pièces de monnaie à bâbord. Elles sont très facilement visibles sur toute cette zone. Et notre devoir est aussi de prévenir des intrusions clandestines sur l'épave. Nous allons donc inspecter minutieusement toute cette partie. Nous savons en outre que c'est là que se trouvaient les cabines de première classe. Des pièces de monnaie qui joncheraient le pont du navire. Mais oui, souvenez-vous, selon Pascal Kainick, 10% seulement du trésor avait été révélé en 2000. Cette nouvelle campagne est donc très prometteuse. Pendant une quinzaine de jours, 4 plongeurs stationnés par 100 mètres de fond dans ce caisson hyperbar aménagé vont pouvoir explorer au mieux les restes de l'épave. 165 ans après le naufrage, c'est la première fois que des hommes se lancent à l'abordage du Polucce.
Bingo. Jour après jour, le Polucci livre de nouveaux secrets. Des objets de tous les jours, couverts en argent, montres à gousset, poignées de porte en laiton, et puis, engloutis dans la vase, de nouveaux bijoux, parmi les plus précieux. Li metto via. Aspetta. Mauro, dai. Posso chiudere? Comme prévu, les plongeurs trouvent surtout des milliers de pièces sur la partie bâbord du navire. Des Napoléons en or, des colonnades espagnoles et bien d'autres monnaies d'Europe, parfois très rares. Au total, ce sont par exemple 8000 pièces d'argent contre un peu plus de 2000 seulement, trouvées par les Anglais 5 ans plus tôt. Le trésor du Polucci était bel et bien exceptionnel et l'expédition de 2005 fut un grand succès. Questo è del 16, mi sembra. 1817 questo. E basta, Ainsi, sur cet éclat de rire se terminait l'énième épisode de cette saga incroyable. L'histoire du Polucci était-elle finie pour autant? Non, certainement pas. La justice devait encore faire son œuvre. En 2001, après l'annulation de la vente aux enchères, les Anglais ont été arrêtés puis relâchés. Pascal Koenig, lui, a répondu aux questions de la police française avant de regagner tranquillement l'Indonésie. La justice italienne a pourtant entamé une procédure judiciaire. Un procès a été annoncé puis retardé, une fois, 2 fois. En ce 22 avril 2008, enfin, le procès a bien lieu dans le petit tribunal de Portoferraio. Moins d'une douzaine de personnes sont présentes et les prévenus ne sont pas là. Pas de Pascal Koenig, ni de David Dixon, Jerry Sullivan, Nick Pearson ou Kerr Sinclair. Et personne ici ne semble s'en émouvoir. Non ci fosse Igla e Logan, ma ci fosse un'imbarcazione diversa. Des avocats qui font leur numéro, des prévenus absents, un président désintéressé, bref, une parodie de justice, pour des débats qui ne vont durer qu'1 heure et demie au total. Et bien sûr, un verdict qui est à la mesure de cette farce. En vertu de l'article 531 du Code de procédure pénale, je déclare l'interruption des poursuites pour les délits commis par M. Sinclair, Dixon, Pearson, Koenig, car ces faits bénéficient de la prescription. Incroyable, tous les délits retenus contre les prévenus sont prescrits et leurs complices italiens sont acquittés. C'est l'article 300 qui fixe à 7 ans et demi le délai de la prescription. Les faits sont alors vieux de 8 ans et 1 mois, juste assez pour prononcer ce verdict très clément, juste assez en un mot pour étouffer l'affaire. L'État italien se dédouane ainsi de toute responsabilité. De tous les acteurs de ce polar spaghetti, un seul aura accepté devant notre caméra de reconnaître ses fautes. Pascal Koenig vit en Indonésie depuis une quinzaine d'années, toujours à la poursuite de ses rêves. Trésor ou pas, dit-il, il serait incapable de faire autre chose. Son terrain de jeu est aujourd'hui à la pointe nord de l'île de Bangka, tout près du détroit de Gaspar, sur l'une des plus anciennes routes maritimes du monde. Les Anglais, ses complices, ont longtemps hésité avant de refuser toute interview. Ultime rebondissement, en juillet 2008, 2 mois après le procès, le ministère des Biens culturels italien décide de faire une nouvelle reconnaissance sur l'épave du Polucci. Et, surprise, nous sommes invités. L'affaire est maintenant terminée, alors sans doute estime-t-on au ministère que les journalistes n'ont plus rien à découvrir. Sans doute
pense-t-on qu'il n'y a plus rien dans la vase qui recouvre l'épave. Nous sommes à bord de l'Anteo, navire d'assistance des submersibles italiens. À son bord, des commandos de marine et plongeurs spécialisés dans les grands fonds. Tout se passe en fait sur un écran de télé. Un scaphandrier a été envoyé sur l'épave. Grâce à sa caméra, nous allons pouvoir observer le Polucce une dernière fois. Surprise, dès les premières minutes d'exploration, l'objectif de la caméra découvre de nouvelles pièces de monnaie, éparpillées sur le pont du navire. Normal, souvenez-vous, lors des précédentes plongées, on a relevé un pot de chambre, des bijoux, des émeraudes et surtout 15 000 pièces d'or et d'argent au total. Or, on dit qu'il y aurait au fond près de 70 000 pièces. Aujourd'hui, en quelques minutes, ce sont une vingtaine de colonnades d'argent qui ont été remontées. L'histoire du Polucce ne ferait que commencer. On dit aussi qu'il y aurait au fond un carrosse en or. Mais ça, on le sait, ce n'est qu'une légende. Ricevuto.